chirurgiens, c'est un problème ça. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas opérer les gens de leur famille. Vous voyez? Parce que c'est plus important pour eux les leurs que eux-mêmes. On a des gens qui se sont auto-chirurgés avec glace, mais pas de la famille. Parce qu'ils ont tellement peur que finalement leur geste n'est plus un geste de médecin, c'est un geste d'un père ou d'une mère, enfin, c'est pas bon. Bon. Alors, 6. Pourquoi 6? Eh bien, 6, en fait, c'est parce que après, apparaît quelqu'un qu'on n'aime pas, c'est le leader. On n'aime pas dans ces jeux. Hein. Le leader est très bien, mais pas pour des jeux de mort ou de vie, parce qu'en fait, comme il est leader, il va influencer les autres, et ils vont dire, d'accord. Et ils vont tous mourir avec le leader, quand ça sera une erreur. Le leader, un bon leader, dans des jeux un peu plus complexes, il faut qu'il ait quelqu'un qui l'emmerde. Je regarde si vous êtes dans la catégorie de l'un ou de l'autre. Vous voyez, c'est quelqu'un qui dit, pardon, le leader dit quelque chose de très bien, très clair. Il y en a un qui tout le temps qui fait, non mais, vous êtes sûr? C'est pénible, hein, ça. Et en fait, celui-là, c'est le garde-fou. Parce que les autres, c'est les gens de la cour. Donc ils vont dire d'accord. Donc ils vont mourir ensemble. Alors on évite donc le phénomène de leader, et aussi, en fait, c'est pour éviter l'utilisation du théorème de Ramsay, qui est très important ici, dans ce genre de structure, c'est que si vous voulez chercher dans une structure, une sous-structure, qui soit monochromatique, alors que la structure est bichromatique. Donc vous la coloriez comme vous voulez, votre structure, d'accord? Vous avez deux coloriages, et d'un seul coup, vous voulez trouver une sous-structure qui a seulement un coloriage. Eh bien, on a un théorème très simple, enfin très simple. Les théorèmes sont toujours très simples, il faut que quelqu'un les a démontrés. Hein. Alors, Ramsay donc, démontre 31 que si vous prenez 6 personnes, et vous prenez tout leur relationnel, d'accord? Donc vous voyez combien de relations ça fait, ça? Ça fait 15 relations. Hein? Eh bien, vous coloriez maintenant les relations, vous avez le droit à 2 couleurs. Eh bien, nécessairement, avec 6 personnes, vous allez former un triangle monochromatique. Alors, en plus humain. Ça veut dire que si vous prenez une assez grosse démocratie, il y a toujours une dictature à l'intérieur. Le problème, c'est quelle taille il faut qu'elle ait pour ne pas avoir cet intérieur. Vous voyez? Si c'est trop gros, forcément, il y a une sous-structure où on a des personnes qui pensent la même chose. Alors, on est assez surpris parce qu'on se dit sur le plan social, c'est quand même incroyable, c'est libre, c'est démocratique. Pourquoi ces gens-là pensent la même chose? Et on ne sait pas que c'est simplement une application de la théorie des relations. Simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Bon. Alors que si par exemple vous donnez 3 choix, il faudra aller à 18 personnes. Bon. Alors, on évite ce phénomène, et donc c'est pour ça, vous allez repérer maintenant, que dans les bureaux, ou dans les CA, eh bien on utilise 5. Et le coup suivant, c'est 17. Et pour éviter le 6 et le 18. Donc vous allez me dire certainement, c'est parce que c'est un nombre impair, comme ça c'est bien quand il y a des votes. En fait, ça c'est de la fumisterie, parce que vous savez très bien que soit vous pouvez mettre le président avec 2 votes, soit eh ben, vous auriez pu prendre 7. C'est un nombre impair. Ils sont tous les 2 premiers, pourquoi on prend 5? Eh bien parce qu'en fait il est idéal parce qu'il permet d'éviter l'application du théorème de Ramsay, et il est assez proche de quelque chose d'effectif. Alors je vous donne un exemple pour que ce soit un peu plus clair. Par exemple, vous avez à répondre à un test de QCM. Alors vous allez voir, là je vais activer votre cerveau sans vous donner le test. Vous êtes d'accord? Vous êtes prêts là? Alors, vous avez un test de QCM, vous voulez combien de questions? Vous en voulez 20? 20, ça va ça? Voilà. Alors quand vous avez raison, vous avez plus 1. Quand vous avez tort, vous avez moins 10. On voit tout de suite les gens qui sont passés dans la fac, je me dis, oh, ça va pas, non? Bah, moins 10 quand même. Alors, c'est fair play, je veux dire, je l'annonce à l'avance. C'est pas que je corrige, d'un seul coup je vous mets moins 10, vous imaginez? Alors qu'est-ce qui va se passer? Si on mettait par exemple le plus 1 et 0, ben, vous répondez à tout, non? Parce que là vous pensez au jeu de hasard. Vous dites les probabilités sont avec moi. Hein? C'est un petit jeu, hein, les probabilités, c'est pas très gros. Hein? Alors, si je réponds à tout, ben, il y a quand même une chance sur 1, au moins sur 5, quand c'est QCM, ça va. Hein?
Bon, si maintenant on vous dit, bah, à chaque fois que c'est faux, c'est moins 10. Là, d'un seul coup, vous ne pensez plus au dieu des probabilités, vous vous dites, on va l'éviter, hein, d'accord? Donc il est mort. Et en fait, d'un seul coup, bah, vous abstenez quand vous n'êtes pas sûr. Alors maintenant, si je vous propose la chose suivante, vous avez donc un point quand vous avez juste, moins 10 quand vous avez faux, et vous avez plus 10 points en bonus si vous avez que des réponses justes. Ça va? Eh bien, vous allez vous rendre compte, en fait, que ça, c'est bien plus révélateur de ce que vous savez vraiment. Parce que là, vous allez répondre que quand vous êtes vraiment, vraiment sûr. Et comme vous voulez avoir toutes vos réponses sûres pour avoir votre bonus, imaginez par exemple, vous répondez que 3 fois. Vous avez 3 points, vous avez répondu juste à tout, donc vous avez plus 10. Donc ça vous donne 13 points. Ce qui fait que ça vous donne même une technique pour avoir 20. Donc vous prenez que les 10 plus simples. Vous ne répondez pas aux autres. Vous répondez de façon assurée aux 10 plus simples. Vous avez 10, plus les 10 points de bonus. Maintenant, où est le problème? Le problème, c'est comment trouver les 10 plus simples. Et oui, vous avez encore un problème, c'est-à-dire que comment juger si on a la capacité de juger. Par exemple, je vous dis, je vous donne 5 minutes pour vous... Je vais vous donner un problème. D'accord? Je vais vous donner 5 minutes pour me dire si vous pouvez le résoudre en 2 minutes. Non, mais rigolez pas, c'est un vrai test. Vous voyez, je fais de l'humour. Patrick, Lior. Non, c'est un véritable énoncé. Essayez de... Vous voyez, par exemple, si je vous dis un gros calcul, d'accord? Je vous mets des nombres, je les mets avec des exposants, etc. En 5 minutes, vous pouvez en gros savoir si c'est faisable en 2 minutes. Parce que pendant les 5 minutes, vous n'allez pas essayer de le résoudre, vous allez essayer de voir si c'est solvable. C'est différent. Est-ce que tu as une stratégie pour faire ça? C'est pas que tu le fais-le. Donc là, en fait, on établit de la stratégie et après, on fait de la tactique. Alors, le nôtre, là, le cerveau, il adore mettre d'abord la stratégie et ensuite la tactique. Et c'est pour ça qu'il adore les problèmes, pas les exercices, parce que dans les exercices, il ne peut pas mettre de stratégie. Alors, c'est ce qu'on appelle, alors les gens qui sont très forts comme ça, par exemple, il y a ce qu'on appelle les estimateurs. Les estimateurs sont très agaçants pour les gens qui ne sont pas des bons estimateurs. Vous savez, les gens disent, oh, vous avez une meule de foin là, oh, elle fait combien de kilos? Et l'autre répond. Il dit, mais tu le sais? Non. On a vu la taille. Bon, alors vous demandez après à un paysan, la vraie, hein, et il y a une différence de 10 kilos. Mais tu déconnes, enfin, tu le savais, c'est pas possible. Non. Bon, vous voyez un bateau, vous voyez les bateaux, on a une course en ce moment, hein, pour ceux qui s'occupent de l'Europe. Oui, bah, à quelle vitesse ils vont les bateaux? Bon, il y en a qui vont faire, là, il y en a qui vont faire de quoi je me mêle, et il y en a qui vont faire, bah, voilà, tant de nœuds. Et après, vous demandez au type, bah, c'est ça, à un nœud près. Il t'a fait du bateau? Non, jamais. Ça, c'est les estimateurs. Alors, les estimateurs, c'est compliqué pour eux d'expliquer comment ils ont trouvé. Alors, ça, c'est très pénible, d'accord? Alors, il faut toujours vérifier un estimateur. Enfin, il faudra tout le temps, avec la calculatrice à côté, vous voyez. Mais il faut savoir, par exemple, que au CNRS, pour les calculs nucléaires, on avait des estimateurs comme ça, ce qu'on appelle des calculateurs prodiges, qui allaient plus vite que les calculateurs. Et ça s'est arrêté il y a 25 ans seulement. Donc le type, à la tête, à la main, enfin, je ne sais pas comment on va le dire, hein, en tout cas c'est papier, et ça pour lui, et il faisait le calcul, et après les autres, avec la calculatrice, arrivaient après dire oui, il a raison. Vous voyez? Donc dans cette catégorie-là, on va avoir aussi les calculateurs prodiges. Alors attention, les calculateurs prodiges, ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont un haut QI, hein, puisqu'on est dans cette catégorie-là. D'accord? Donc ce qui fait que si vous n'êtes pas un calculateur prodige, c'est pas grave. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans cette catégorie, et peut-être que vous êtes dans celle-là. Qui sait? Hein? Bon. Alors, il ne faut pas faire beaucoup de tests quand même, hein. Il faut éviter, parce que comme ça, vous avez toujours le suspense que vous êtes peut-être dans cette catégorie. Hein, parce que sinon, voilà. Alors, pour vous rendre compte des tests, par exemple, pour vous rendre compte comme on est faux, je vous fais faire 2 tests. Vous réussissez les 2 tests, bien. Et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire en fait que vous êtes bien au-dessus des 2 tests.
Alors, je vous donne un exemple. Je vais vous faire faire 10 sports, par exemple de décathlon, et vous êtes moyen dans les 10. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous êtes très fort. C'est extrêmement rare d'avoir quelqu'un qui est moyen dans le 10 tests. La plupart du temps, il est nul. Mais oui, être moyen dans des tests qui sont totalement opposés structurellement et corporellement, ça veut dire qu'en fait, vous avez des aptitudes. Normalement, quand on va avoir quelqu'un qui a un talent, eh ben, il va réussir très bien un test et sur les autres, il sera tous nuls. Donc on dira, c'est ça qu'il faut faire. Donc ça, c'est bien parce que dans le domaine du sport, on l'utilise à fond, ça. Dans le domaine cérébral, on ne l'utilise pas beaucoup. On a des problèmes là, on a des problèmes de jugement, on essaie d'éviter. Alors ce qui est bête, parce que si vous prenez un enfant et vous lui faites 10 questions, mais 10 questions qui sont opposées, pas du même genre, hein, pas spécialisé, spécialisé, spécialisé. Et bien vous allez vous rendre compte que l'enfant qui a une intelligence fluide, vous vous rappelez du F1, il va répondre de façon moyenne aux 10. Après, s'il a un peu cristallisé, il va répondre très bien sur 1 ou 2. Mais s'il n'a pas ce genre de compétences, il va répondre de façon nulle à tous. C'est ça le truc normal. Donc pour vous rendre compte aussi, c'est que si vous avez par exemple un QI à 2% et sur un autre test, encore un QI à 2%, et vous n'êtes pas à 2%. C'est à moins de 1%. Vous êtes beaucoup plus rare. Donc, si vous voulez regarder comment fonctionne votre cerveau, eh bien, il faut qu'il ait de la diversité. D'accord? Alors, la diversité, ça va lui permettre de gérer des choses différentes. Alors, regardez comment ça se passe, par exemple. Vous voulez faire apprendre quelque chose à quelqu'un. D'accord? Par cœur, un poème. Vous faites quoi? En gros, vous lui faites faire lire ou dire 5 fois la même chose. Hein? Vous dire, par répétition, il va y arriver quand même. Donc en fait, ça serait très simple de lui faire dire à voix basse, à voix haute, écrire, lire ce qu'il a écrit à voix basse et lire ce qu'il a écrit à voix haute. Vous allez me dire, on a bien fait 5 fois la même chose encore, non? Pas du tout, parce que ce n'est pas les mêmes zones du cerveau qui agissent. Donc, en fait, on a l'impression d'avoir répété, qui sera un modèle de ce type. D'accord? Donc c'est bien qu'on dit tout le temps la répétition c'est important. En fait, c'est la pseudo-répétition qui est importante, pas la répétition. Parce que la répétition, la pure, c'est un processus qui annihile l'action du cerveau. Parce qu'il dit, c'est bon, c'est la même chose. Et il s'arrête. Bon. Mais si c'est un peu différent, donc imaginez par exemple, je vous lis un poème, chaque fois que je vous le lis, il y a un mot qui a changé. À la fin, je vous dis, est-ce qu'il y a un mot à changer? Eh bien, ceux qui ne vont pas faire attention à ça, ils vont se dire, c'était le même poème, ça commençait pareil. Maintenant, si on les prévient que dans le poème qu'on va relire, il y aura un mot de changé, ils vont attendre tout le poème. Oui. Ce que vous faites en reconnaissant, d'accord? Quand vous avez un rendez-vous avec quelqu'un à un endroit fixé, eh bien vous avez tendance à le voir plusieurs fois avant qu'il arrive. C'est bon? Vous suivez? En fait, vous pensez avoir reconnu quelqu'un d'autre, en pensant que c'était lui, parce que je vous ai dit, à cette heure-là, à cet endroit, c'est lui. On dirait une attaque de Camus, c'est lui. Non, en fait, c'est pas ça. Et dans l'autre sens, si vous pouvez croiser quelqu'un, d'accord, sur un trottoir, c'est votre ami, vous ne le reconnaissez même pas. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, vous n'attendez pas à le voir. Donc votre cerveau, il commence à analyser, il dit, c'est pas lui de toute façon. Et à la fin, l'autre dit bonjour, tu ne me reconnais pas? Et il a une distance de dire bonjour. Hein. Donc là, soit vous êtes retardé, au niveau de l'heure, je veux dire. D'accord? C'est pour ça que vous ne l'avez pas reconnu, soit c'est l'autre. Alors, quand vous avez des parties, si vous vous dites par exemple, si je répète de cette façon, premièrement, il faut savoir que quand vous faites voix basse, voix haute, c'est différent la zone. Alors on le voit bien avec les aphasies, on voit bien avec l'air de Wernicke, avec l'air de Broca, etc. Le problème c'est que
il faut vous rendre compte que si vous faites simplement la répétition, qui serait équivalent, mais en fait vous faites aussi ça. Donc pendant que vous répétez, voilà, vous doublez le nombre de relations. Donc vous ne répétez pas. Vous multipliez, et ça vous permet en fait de conserver une mémoire bien plus stable. Alors qu'est-ce qu'on remarque par exemple? Il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas beaucoup de mémoire. Hein. Alors ceux qui n'ont pas beaucoup de mémoire, en général c'est vrai. Ne vous inquiétez pas, ils ne s'en souviennent pas. Mais, ce qui est important, c'est de vous dire que si vous n'avez pas beaucoup de mémoire, c'est qu'en fait, vous n'activez pas beaucoup de zones de votre cerveau. Donc, la mémoire, c'est que de l'acquisition pure. C'est-à-dire, en fait, vous pouvez augmenter votre mémoire de façon exponentielle. C'est que de l'exercice pur. C'est important de savoir. Et ça, c'est important de savoir parce que c'est important de savoir avant de vieillir, parce que c'est pas la peine. Parce que vous savez, on attend, et puis après, on fait plein d'efforts pour sauver la personne qui est trop tard. D'accord? Donc, je vous le dis, si vous avez des gens dans votre famille, on connaît tous Alzheimer, etc. Et en fait, on s'occupe de ça quand c'est trop tard. On se dit, mais pourquoi tu ne réfléchis pas avant? Par exemple, on a remarqué que ceux qui ont beaucoup de mémoire, eh ben, ils ont moins de problèmes. Or, la mémoire, c'est que de l'acquisition. Ben, fais de l'acquisition. Ce qui fait que tu vas résister plus. Si tu ne résistes pas assez, eh bien c'est simple en fait. C'est pareil pour le QI. Si le QI est assez bas, il descend beaucoup plus bas. Si le QI est assez haut, il descend moins. Si le QI est très haut, il descend quasiment pas. Donc en fait, il continue à cristalliser avec de la fluidité. Et ça, en fait, c'est une capacité qu'a notre cerveau. Et le problème, c'est que la plupart des gens, à partir d'un certain âge, ils font quasiment les mêmes choses. On les appelle experts. Non. Et vous allez vous rendre compte que les experts qui sont les plus évolués, c'est ceux qui demandent des expertises différentes. Ça les fait chier de faire la même. Alors que l'autre qui veut prendre de l'argent, il se dit, bah, c'est la même quasiment, on va faire copier-coller. Le problème, c'est que toute son équipe s'ennuie. Alors que dès que c'est un peu différent, c'est dans un autre pays, c'est un autre cadre, donc ça va les activer, il va falloir qu'ils trouvent autre chose. La législation. Alors, là, ce que j'essaie de vous dire avec ce cadre-là, c'est qu'il faut bien se rendre compte comment ça peut nous faire venir sur l'humanité. Eh bien, il faut d'abord, parce qu'on est resté au niveau de l'ego, quand j'écris l'autre, c'est la façon la plus brève de parler de deux personnes. Vous voyez? Alors, donc, si vous prenez l'un et l'autre, alors, si vous dites l'un, ben, il parle de lui-même. Et si vous dites l'autre, il parle de l'autre. Donc vous avez deux personnes qui parlent de la même personne. C'est bon? C'est pour ça qu'en général, ils s'entendent bien. Donc celui-là, il est plutôt égoïste, celui-là, il est plutôt altruiste. Alors maintenant, en fait, imaginons une discussion entre deux individus. Alors au départ, cet individu considère que c'est le jeu. Donc il considère que lui, c'est lui. Le problème, c'est que l'individu, il considère lui aussi que c'est je et lui, c'est lui. Ah oui. À partir du moment où ils ont un niveau d'intelligence comparable, ben, ils se rendent compte en fait qu'ils évoluent de façon opposée. Donc finalement, je découvre qu'il est l'autre lui. Voilà, c'est juste le début. Bon. Alors, donc évidemment, par symétrie, l'autre je découvre que c'est aussi l'autre lui. Ah, c'est intéressant, vous voyez, c'est pour ça qu'il y avait un périodique qui s'appelle faire monter un peu. Alors, l'autre lui, et l'autre lui, finalement, c'est les autres. Mais en fait, ce n'est pas les autres seulement, c'est les autres autres. Donc là, maintenant, la question, c'est est-ce que l'humanité est construite à partir des nous ou des autres autres? Voilà. Alors, donc, ce n'est pas une question, hein, c'est... Alors, on se dit, pardon, vous prenez votre personne, hein, vous dites moi et les autres. Donc, imaginez que vous mourrez, là, toc, après l'exercice. Donc, vous mourrez.
Non, oui, parce que si c'est avant, il y aura de problème. Bon, vous allez vous rappeler, les gens qui sont morts n'ont pas de problème. Bon, alors, donc vous mourrez, mais après l'exercice, donc vous réfléchissez, vous dites, si je meurs, est-ce que l'humanité meurt? Ben non. Ben, si tous les autres meurent, ben oui. Bon, c'est un peu dur comme ça, hein, mais c'est bien de savoir. Ce qui veut dire quoi concrètement? Ce qui veut dire que finalement, l'humanité, c'est les autres. D'accord? Bon. Mais le problème, c'est que le raisonnement est symétrique. Parce que si vous prenez maintenant un autre que vous, il va penser à la même chose, donc il dira c'est les autres. Mais vous, maintenant, vous n'êtes plus dans les autres que vous aviez, vous êtes dans les autres autres. Alors l'humanité, d'abord, elle est constituée par les autres autres. Alors c'est assez intéressant parce que c'est un bon travail qui ressemble à ce que font les neurones. Un neurone, on se dit, c'est bien, il travaille à fond. Et en fait, un neurone, qu'est-ce qu'il fait? Il aime bien que les autres neurones travaillent à fond. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il les met dans la meilleure configuration pour qu'ils travaillent à fond les autres. Le problème, c'est qu'ils font tous la même chose. Donc en fait, c'est un travail des autres. Et ce n'est pas un travail d'eux. Bon. Et bien là, c'est pareil. Alors par exemple, l'humanité, vous pourriez penser dans un premier temps que c'est l'ensemble des personnes qui sont vivantes. Vous êtes d'accord? Ça va, ça? Bon, ça c'est faux, évidemment. Et qu'il faut mettre les morts. Ah oui. Si vous ne mettez pas les morts dans l'humanité, vous avez fait quelque chose de pire qu'un génocide. Parce que depuis le début de l'humanité, ben, on est 80 milliards. En ce moment, on est 7. 80 moins 7, hein, c'est ce que vous avez éliminé. Ça n'a jamais été fait par un génocideur. Bon. Alors, il faut prendre les morts. Il faut prendre aussi les non-nés. Ah oui, les non-nés, enfin. Vous avez une femme qui est enceinte. Bon, son gamin, il est né ou il n'est pas né? Pas né. Donc c'est un non-né. Vous le mettez dans l'humanité ou vous ne le mettez pas? Ah, bon, alors il faut mettre les non-nés. C'est bien plus simple, quoi. Pour les hommes, c'est bon, hein? Des fois, ils se demandent. Si vous prenez l'ensemble des trois, en fait, vous avez un processus diachronique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, votre définition de l'humanité ne va pas changer dans 10 ans. Donc si vous aviez pris que l'humanité, c'est l'ensemble des vivants, dans 10 ans, il y en a qui sont partis, et il y en a qui sont arrivés. Donc c'est plus la même humanité. Vous imaginez si maintenant, si l'humanité change tous les 10 ans? Donc ce qui change, c'est les sociétés. Alors les sociétés, ne vous inquiétez pas, c'est comme des gens qui n'ont pas beaucoup de mémoire. Elles ont un espace très faible sur leur temps social. Et en gros, bah, vous le voyez quand vous regardez les films. Hein. Quand vous regardez les anciens films, vous dites, bon, bah, c'est Jouvet, les peines de société. Non? Voilà. Est-ce que vous dites par exemple la même chose de Socrate? Là, vous êtes emmerdé parce que vous ne connaissez pas sa société. Eh oui. Si vous la connaissiez, vous direz, bah, il n'est pas dans la société. Mais là, comme vous ne le connaissez pas, qu'il est tout seul, bah, vous dites, bah, il appartient à l'humanité, lui, quand même, non? Bah, Jouvet aussi, hein? Non? Vous n'avez pas. Bon, Socrate, ça vous plaît, d'accord. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe? Si vraiment c'est les autres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre cerveau, au niveau individuel, comprend que l'important, c'est de se mettre en relation. Eh bien, c'est exactement ce que font les neurones. Vous vous rappelez? Les synapses. Alors, en gros, par exemple, un neurone, il a simplement 5000 à 10 000 potes. Hein, dans un univers qui en a quand même 100 milliards. Bon. Vous savez que nous, on n'est que 7 milliards. Bah, si vous avez 5000 potes, c'est un neurone. 10 000 potes au-dessus, bah, vous êtes mieux. Il faut faire le rapport. Hein. Bon, alors, le problème, c'est que est-ce que vous êtes à une époque neuronale? Non. Pas encore. Moi non plus, je veux dire, c'est pas... Hein. Une époque neuronale, bon, on va utiliser par exemple le théorème des petits mondes. Bon.
Alors, le théorème des petits mondes, c'est assez simple. Vous prenez les relations que vous avez, vous comptez combien il y a de relations, et après vous comptez les relations qu'on vos relations. D'accord? Et vous continuez après à compter les relations qu'on vos relations. Voilà. Eh bien, combien de niveaux de relations vous avez besoin pour couvrir la France? 4 niveaux. C'est pour ça qu'on appelle le théorème des petits mondes. Alors, vous avez imaginé par exemple qu'avec 4 niveaux, ben, vous couvrez aussi les États-Unis, en tant qu'Américain. Si vous prenez comme point de départ le président, vous le faites en 3 niveaux. Ça a l'air d'être extrêmement faible quand même. Hein. Pourtant, on se dit, ben, on est quand même nombreux. Et c'est parce que les relations, c'est exponentiel. Ça augmente de façon considérable, puisque chaque personne fait la même chose. Alors, on ne se rend pas compte de cette puissance. Alors, on s'en rend compte quand, par exemple, on veut faire du spam, et on est content avec du 5%. Hein. Mais là, c'est plus important. Donc, en fait, le théorème des petits mondes nous dit quoi? Il nous dit que ben, l'humanité, elle commence à partir du moment où on est déjà un couple. D'accord. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est quand arrive la troisième personne. Vous voyez, c'est les fameux trios au théâtre. Hein. Ça fait toujours plaisir d'être dans les trios, parce qu'on pense toujours être dans le cadre de pas des deux autres. Ou plutôt, on est dans les deux autres et pas de l'un. Hein? C'est ça, voilà, je vois les femmes sourire et on a compris. Alors, quand on a 3 personnes et qu'on a 3 relations, même si vous êtes vraiment très sympathique avec ces 3 personnes, eh bien vous avez accès simplement à 2 relations. Donc pour cette personne-là, cette relation-là est extérieure à elle. Donc il faut qu'elle gère une relation à laquelle elle n'a pas accès. D'accord? Donc si ça vous le gérez sur le plan tactique, c'est assez intéressant. Le plus simple, c'est vous prenez un modèle père, mère, fille, fils, hein, et la fille veut aller au cinéma. Donc si elle est idiote, elle demande directement au père, qui lui dit non. D'accord? Parce qu'elle n'a pas demandé à la mère. Si elle n'est pas idiote, qu'est-ce qu'elle fait? Elle convainc son frère que c'est un film d'aventure. Ensemble, ils vont voir la mère, qui a besoin d'une coalition. Et après, ils vont voir le père. Donc le père, évidemment, dit, est-ce que tu as demandé à la mère? Donc ils disent oui. Ils disent, bon, bah d'accord. Alors, quel est l'intérêt? Ben, c'est que le père pense qu'il est le roi. Il faut qu'il pense qu'il est le roi jusqu'au bout. Bon, maintenant, avec les nouveaux modèles, ça peut être la mère, on s'en fout. Hein, mais en tout cas, il faut que quelqu'un soit un roi quelque part. Voilà. La reine, il faut qu'elle sache qu'elle a besoin des pions pour être une reine. Parce que si vous êtes la reine d'un roi sans pion, en fait, vous êtes un pion. On est d'accord? On sent qu'il y a du vécu là. Bon, alors, un autre point qui est important, c'est que l'humanité, en fait, c'est une minorité. Bon, là, je sais que ça va vous surprendre, c'est pour ça que je le dis calmement, même ceux qui sont à la limite de dormir, donc là, ils peuvent se réveiller. Ça fera plaisir à la femme à lunettes. Alors, c'est la minorité des sociétés. Oui, c'est un peu perturbant, hein, ça, comme définition. En fait, si vous prenez simplement l'ensemble, bon, ça, je vais vous aider ici. Vous prenez les morts, les vivants et les non-nés. Bon. Et vous essayez de trouver un pourcentage. Et il y a combien de vivants par rapport à cet ensemble? Très peu. C'est une fine couche. Donc, par exemple, ça, c'est l'ensemble. Et vous avez votre fine couche ici. Voilà. Là, c'est les morts. Là, c'est les vivants. Et là, c'est les non-nés. C'est très important quand vous êtes écrivain de savoir en fait que vous n'écrivez pas pour les vivants, vous écrivez pour les non-nés. Et donc les non-nés lisent les morts. Si vous regardez combien de temps ça dure, enfin, il faut être un bon auteur. Hein, bon, si vous êtes un auteur pourri, c'est pas grave, vous écrivez que pour les vivants, vous faites un best-seller et c'est bon. Mais si vous êtes dans la catégorie de Dostoïevski, il faut vraiment penser aux autres. Hein, bon, alors vous voyez bien, au bout de 200 ans, combien de personnes sont nées ou pas. Alors, cette minorité-là, vous voyez, c'est bien une minorité là. Mais maintenant, imaginez que ce soit pour l'humanité. Ben, l'humanité, en fait, sur chaque couche temporelle, vous lui mettez plein de sociétés. D'accord?
qui existent, naissent, disparaissent. Et puis l'humanité, bah, c'est le truc qui continue à traverser comme ça. Vous allez me dire, mais où ils sont ceux-là? Alors ce qui est assez intéressant, c'est que si vous le regardez juste à un endroit, eh bien c'est toujours une minorité. Mais comme eux, après, ils meurent, les sociétés meurent, ben, il y a l'humanité qui reste. Vous voyez? Donc, finalement, cette humanité arrive à traverser l'espace et le temps pour demeurer, alors que les sociétés qui étaient vraiment avec une suprématie temporelle mais fixe avaient l'impression de tout gérer. Voilà. Donc, en fait, ça, il faut se rendre compte que c'est pareil pour les zones de cerveau. Alors, vous savez, avant, on disait que le cerveau, c'était simplement un endroit que se fixaient les neurones se déplacent. Oui, il m'a déjà repéré au bout de 5 minutes. Et en fait, le fait que les neurones puissent se déplacer, ça nous donne une propriété qui est fondamentale et qu'on voit très bien dans l'humanité aussi, c'est la plasticité. La plasticité cérébrale, on la retrouve dans l'humanité, c'est sa capacité à gérer la diversité. Eh bien, plus vous êtes capable, attention, hein, pas de vous transformer pour être comme les autres, mais d'être capable d'accepter la différence, plus vous avez de plasticité, plus vous traversez le temps, et plus vous appartenez à l'humanité. Voilà. C'est ça l'objectif de l'intelligence humaine. Voilà, merci. J'ai eu mes deux qui m'ont dit comme ça, l'autre m'a dit un, alors j'ai compris que c'était la fin. Voilà. Eh ben, bon appétit. Patrick, c'est toi qui... On va remercier M. Ligeros, mais peut-être qu'il y aura des questions, quelques questions avant qu'on passe à table. On a des gens qui viennent de Perpignan. Oui. Vous voyez, c'est la démonstration du relationnel. Ce n'est pas des voisins, c'est des relations. De Nantes, tu as Non, ça va devenir. Du Haut-Beaujolais. Du Haut-Beaujolais. Un honneur. Je crois que vous avez faim. Donc, de toute façon, il y aura des questions à table aussi. Des questions à table, tout à fait. Ah. Vous donnez souvent des conférences sur le cerveau? Oui. Sur le? C'est intéressant comme question, mais pourquoi juste sur Lyon? Ah, d'accord. J'en donne aussi à Lyon. Mais votre question était très pointue. J'espère que vous n'allez pas aller sur l'arrondissement maintenant. Non, c'est en fonction de demande. D'autres. Brigitte? Oui, et d'où vient votre inspiration? Mon inspiration? Oui, enfin, quelles sont vos sources pour nous exposer votre savoir? L'humanité, hein. D'accord. Oui. Mais voilà, qu'est-ce qui vous intéresse Bon, si ça vous aide, je suis né vieux. Ça vous aide, ça? Oui, mais... Voilà. Comment vous dire quelles sont vos passions, quoi Bah, c'est l'humanité. Oui. Donc vous donnez des cours d'humanité. Écoutez, je vais vous le dire de façon très simple. Si par exemple demain vous mourrez, tous, oui, c'est... mais vous le savez déjà. Est-ce que vous serez venu ici? Ah, demain, vous dites demain, mercredi? Oui. Oui. Voilà, pour ceux qui savent que c'est mercredi demain, parce qu'apparemment il y en a qui pensent que c'est vendredi. Alors, pour ceux qui vont mourir demain, est-ce qu'ils viendraient à une telle conférence? Pourquoi pas, mais... Voilà, vous allez dire pourquoi pas, mais moi ma réponse c'est oui. Oui, c'est agréable, oui, Voilà. non, mais c'est agréable de savoir qu'on n'est qu'une partie de l'humanité et que finalement
la finalité de notre présence, c'est d'être humain, quoi. Mais Non, mais c'est à l'envers. C'est que c'est bien plus positif que ce que vous pensez. C'est parce que comme vous faites partie de l'humanité, vous êtes intéressant. ah, merci. Mais non, mais c'est enfin, vous inspirez de quoi? Vous partez de quoi là? En disant tout ça, quelles sont vos sources, on va dire, quelles sont vos... J'ai répondu, hein. Vous avez répété la même question, on est C'est d'accord? vrai, c'est vrai. Donc vous savez ce que je vais faire. Voilà. Oui, vite. Ouais, on va se laisser réfléchir. Une question Pourquoi ici. pas pour ramener Oui, au oui, dessert. Ouais, Philippe. Mais je comprends votre question, hein, c'est pas, mais j'ai répondu vraiment. Ne pensez pas que j'ai botté en touche. Simplement, vous êtes peut-être surprise par la franchise de la réponse. C'est tout. Bah, ça serait peut-être plus simple pour vous que je vous donne des références scientifiques, etc. C'est ça? Mais d'accord. Bah, non, mais Mais ça serait faux. ça serait faux, oui, Voilà, c'est ça. ça C'est pour serait ça que faux, je suis parce intriguée, C'est comme quoi. si vous demandiez en fait à Archimède ou à Léonard de Vinci quel est leur domaine de prédilection. Ah, d'accord. Donc vous étiez sous l'arbre et vous avez pensé à cette Ça chose. c'est Newton, mais bon, moi, Oui, Newton, ça me oui, dérange pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que les différences et les spécialités qu'on voit, c'est quelque chose de très officiel. Et maintenant, même dans le cadre de l'intelligence artificielle, justement, eh bien, le transdisciplinaire, c'est quelque chose de fondamental. Maintenant, on fait de plus en plus, par exemple, des machines qui sont capables de gérer plusieurs problèmes totalement différents, et justement pour éviter les problèmes des systèmes experts qui arrivent très vite à saturation. Donc, je vous réponds via les machines pour vous dire que c'est pas naturel d'être simplement dans un cadre quand on a un cerveau, mais c'est social. Par contre, l'humanité a besoin de passages qui sont de traboules, comme on dirait à Lyon, vous voyez? Voilà. Donc, si vous rencontrez quelqu'un dans une traboule, et vous lui dites « t'habites où ?» Une minute. Voilà, une minute. Vous aimeriez qu'il vous dise « aux 3 ». Et s'il vous dit « moi j'habite que dans les traboules », ça va vous gêner. Vous direz « mais enfin vos références, d'où sort votre inspiration ?» Le fait que les traboules existent, c'est un monde relationnel qui n'est pas simplement le monde numérique de chacun vit au temps numéro. Voilà. Donc je suis dans le relationnel, c'est pour ça que ça m'a fait énormément de plaisir d'avoir ce sujet comme conférence ici. Parce que des fois on a des conférences plus techniques, mais en fait c'est plus bateau, quoi. Donc on a notre spécialiste, donc on est 10, quoi. Et on est d'accord qu'on est 10. Voilà. Mais l'humanité attend un peu plus des 10, quoi.